En parallèle des épisodes classiques de d'Homme à Homme qui paraissent tous les 15 jours, je vais vous proposer une série de témoignages d'hommes que j'accompagne en cercle de parole et d'écoute. L'idée est de découvrir une part de qui ils sont, de comprendre pourquoi ils se sont dirigés vers ces espaces et ce que cela leur a apporté. Alors bienvenue au cœur du cercle, bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Loïc. Comment vas-tu? Quelle est ta météo du jour? Mais je vais très bien, je te remercie. Alors ma météo du jour est plutôt positive en cette nouvelle année. Le rhume que j'ai eu en fin d'année, je me traîne un rhume depuis plusieurs semaines et c'est vrai que avec le 31 il s'est stoppé, donc la santé est en train de revenir, l'énergie est en train de revenir. Donc ça va de mieux en mieux, on va dire. Et l'ouverture de cette nouvelle année me permet aussi de dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent dans cette nouvelle année et me tarde de découvrir tout ça aussi. Même si chaque chose arrive en son temps, il faut savoir être patient. Donc c'est plutôt positif. Merci pour tes mots et bonne année. Ouais. Oui, mais on est là pour parler de toi, des cercles de parole. Qu'est-ce qui t'a amené à cette démarche? Quelle était la première fois où tu as entendu parler de cercle de parole? Alors c'était dans le domaine professionnel. Dans mon activité professionnelle, je suis amené à participer à des groupes d'entrepreneurs où des entrepreneurs de différents domaines d'activité se réunissent et ça permet aussi de rencontrer des personnes et de découvrir des activités. Et c'est lors d'un regroupement entrepreneur que j'ai rencontré une personne qui animait justement des cercles pour femmes. Et comme c'était une activité nouvelle pour moi, je trouvais ça très intéressant. Et au bout d'un moment, donc j'ai été la voir et je lui ai posé la question pour connaître un peu son activité, pour qu'elle m'explique un peu ce qu'elle faisait, les bénéfices, le retour aussi des participantes. Et je lui ai posé la question, je trouve ça génial. Est-ce que ça existe pour les hommes? Et c'est là qu'elle m'a dirigé, vers toi. Et après quand même un laps de réflexion, parce que bon, c'était quelque chose de nouveau. Psychologiquement, il a fallu aussi m'y préparer. Et j'ai quand même franchi le pas. Et je suis tombé justement c'était sur les réseaux, sur une de tes publications qui annonçait l'ouverture d'un cercle justement à côté de chez moi à Hossegor. Donc c'est pour ça que j'ai sauté le pas et je m'y suis rendu. C'est quoi qui te freinait un peu, ou tu dis que ça t'a demandé un temps de réflexion? C'était alors j'étais dans une démarche de développement personnel moi c'était plus sur la partie identitaire, racine identitaire, où il a fallu déconstruire et reconstruire justement ce côté-là. Et dans cette démarche d'identité, j'ai dû aussi prendre confiance en moi, et m'ouvrir aussi aux autres. Que ce soit professionnel mais aussi personnel, parce que ça me bloquait dans les deux domaines. Et donc le fait de participer à un cercle de parole pour hommes, ça me mettait aussi en avant mon côté vulnérable face à des personnes que je ne connaissais pas, des personnes qui forcément, en étant mon histoire, peut-être allaient avoir différentes pensées, et moi ça me mettait mal à l'aise. J'étais mal à l'aise avec ça au tout départ. Je manquais de confiance en moi. Mais bon, je savais qu'il fallait que je surmonte ce côté-là, et donc c'est pour ça que j'ai testé. Et je regrette pas du tout aujourd'hui.
Et tu parlais, du coup, t'as demandé à des participants ou même des participantes le fait de participer au cercle. C'est quoi qui t'a attiré, ou les bénéfices dont tu parlais qui t'ont attiré vers cette démarche? Alors d'une, ça a été faire des rencontrer des nouvelles personnes parce que je suis quelqu'un de sociable. J'aime rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des personnes avec des histoires, avec des cultures différentes. Heu, Moi, même comme je suis un mélange, on va dire, entre 2 cultures, il y a ce côté aussi identité qui m'intéressait chez les gens. Connaître, pourquoi ils en sont aujourd'hui, quel a été leur chemin de vie et donc c'était ce côté-là. Et c'est pour moi les cercles, je trouvais que c'était un bon compromis entre, le dialogue et l'écoute avec des personnes qui, étaient en écoute active, heu et aussi ce côté où, il y avait pas forcément d'attente, hem, si je devais comparer ça avec les confessions qu'on fait avec les amis proches, il y a pas ce lien que j'ai avec ces personnes-là. C'est vraiment des personnes que je rencontre uniquement pendant le cercle, mais pas en dehors. Et c'est vrai que, avoir l'opportunité de pouvoir déposer quelque chose, une émotion ou, un témoignage à des personnes qui sont en écoute active, sans pour autant avoir de lien derrière, Hmm. c'est quelque chose qui me convenait. Le fait de pas avoir d'enjeu relationnel, tu veux dire? C'est ça. Hmm. Un peu, je pense, si j'avais été dans un cercle, pour alcooliques, par exemple, c'était un peu la même chose. On a le même, voilà, d'une thématique en particulier, mais pas obligatoirement des personnes que je vois en dehors. C'est ce côté, on va dire, non engagé, heu d'un point de vue lien amical avec ces personnes. Hmm. Et qu'est-ce que tu as trouvé, en tout cas le fait de passer on va dire, de cette attirance pour ces cercles et ce que tu recherchais, qu'est-ce que tu as trouvé finalement dans cet espace? Alors j'ai rencontré des très belles personnes, des hommes en chemin aussi qui, en fait, je me suis rendu compte que je me posais un peu, les mêmes questions qu'eux. Il y Hmm. avait dans leurs témoignages, il y a des choses, qui me faisaient écho, conscientes ou inconscientes. Et ce heu, oui, ce côté où on se reconnaît, chez les autres, c'est ça que j'ai trouvé, ouais, et que j'ai trouvé très intéressant. Ça m'aidait aussi moi, à évoluer, et je pouvais aussi permettre par mes témoignages, de, que les autres personnes puissent se reconnaître aussi, et peut-être Hmm. aussi évoluer, par la même occasion. Il y a eu des prises de conscience depuis que tu participes à ces cercles? Oui, au niveau des prises de conscience, d'un point de vue personnel et aussi par rapport à mon histoire familiale, des points sur lesquels, je bloquais, et puis finalement, je me suis reconnu dans certains témoignages, et c'est vrai que je me suis dit: «Putain, mais ouais, moi aussi c'est la même chose», et c'est vrai que j'y avais pas pensé, ouais. C'est vrai que ça peut Hmm. être, je me reconnais dans ce témoignage-là, et j'avais pas vu cette situation, de ce point de vue-là, et c'est vrai que c'est là, oui, j'ai pris conscience de certains points, ouais. Hmm. Ça fait quoi d'entendre quelque chose d'un coup qui s'éclaire? Comment tu vois un des participants par exemple va témoigner d'une de ces parties de son histoire? Qu'est-ce que ça fait en fait de dire bah tiens moi aussi? Mais c'est la vision qui change. En fait, c'est comme, si la vision, elle s'ouvrait, enfin, quand on part, d'un moment avant un témoignage, on a une vision assez, on va dire, calibrée, et en fait, c'est comme si la vision s'élargissait, et c'est comme si le champ de vision, justement, je vois des choses que je ne voyais pas avant, et c'est cet élargissement, en fait. Me dire, «Ah tiens, en fait, il y avait ça, je le voyais pas», alors qu'au final, il était, à ma portée, mais j'avais une vision tellement calibrée que j'y prêtais pas attention, et ce témoignage-là, cet élément qui fait dans lequel je me reconnais, fait que la vision s'élargit et on en prend conscience, justement. Hmm. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a plein de choses s'ouvrent, en fait. On se rend compte que,
en fait, voilà, on n'est pas forcément conscient de ce qui nous entoure. Et c'est là où beaucoup d'opportunités et justement après d'autres pistes de réflexion arrivent et c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. Et t'as un exemple en particulier ou un exemple qui t'a marqué, que tu pourrais nous partager? Alors un exemple, alors de mon histoire familiale, je sais que j'ai une histoire familiale assez complexe dans le sens où aujourd'hui ma famille proche se réduit à mon frère et ma sœur et à mon oncle. J'ai eu des décès du côté maternel et du côté paternel, les liens sont coupés. Et donc j'ai une famille, on va dire assez, de mon point de vue, assez réduite, mais pour lequel je me reconnais tout à fait. Et dans les conflits qu'il y avait avec le côté paternel, avec mon père, c'est vrai je restais bloqué, on va dire, sur certaines positions. Je me refusais à réfléchir sur sur certains points. Et c'est vrai que dans les cercles, il y a eu une personne qui avait, je sais plus, qui avait témoigné justement à ce niveau-là. Et c'était juste un mot. Alors je pourrais pas te dire exactement mais c'était juste un mot en fait qui m'est revenu et où ça a vraiment résonné en moi. Et c'est là où je me suis dit, mais ouais, c'est vrai que je me bloque depuis un moment sur ça, alors qu'en fait, voilà, il suffit juste de lâcher prise, de laisser couler je me sentirais beaucoup mieux après, quoi. Pour rebondir sur cette chose-là, est-ce que ça t'a déstabilisé? Est-ce que par hasard il y a d'autres choses aussi, d'autres moments dans le cercle, quels qu'ils soient, qui t'ont déstabilisé? Dans un autre domaine, tu veux dire? Oui, dans le fait de participer à ces cercles, est-ce qu'il y a des moments où c'est venu de te chatouiller? Me chatouiller, oui, à certains moments, dans le sens aussi où forcément les cercles d'hommes, c'est des personnes. Donc je suis arrivé avec dans un cercle où il y avait des personnes qui venaient de différents horizons et qui étaient donc moi j'étais à mon stade d'évolution. J'avais travaillé sur moi aussi, et c'est vrai qu'à certains moments, sur certaines thématiques, je me suis rendu compte que quand je témoignais sur ma vision des choses, que j'heurtais aussi la sensibilité de certaines personnes, que je les mettais mal à l'aise. Et c'est vrai que par moments, ça m'a un peu bloqué, où je me suis dit: «Mais peut-être que moi aujourd'hui, de mon point de vue, je vois les choses de telle façon et peut-être que les autres personnes, c'est pas forcément le cas». Mais je me dis: «Mais je vais pas me bloquer aussi en donnant ma vision des choses, de peur, de heurter aussi la sensibilité des autres personnes». Et c'est vrai à un moment donné, oui, j'ai eu ce mini blocage où je me suis posé la question de me dire, «Est-ce que je témoigne vraiment à cœur ouvert ou est-ce que justement je dois tenir compte des personnes qui sont autour de moi?» Mmh. Ça a été, oui, un mini blocage à un moment donné, ouais. Qui est toujours là ou? Mais non, parce qu'aujourd'hui, même si j'ai toujours des rechutes par rapport, j'évolue, je prends conscience de certaines choses, donc j'évolue, mais il y a forcément, enfin, j'ai toujours des souvenirs, des paroles, des situations qui me font penser à ma vie d'avant et à des blessures que j'avais auparavant. Donc sur le moment, c'est vrai que ça me bloque, mais après, finalement, je me rends compte que, ben non, aujourd'hui, si justement j'heurte la sensibilité de certaines personnes parce que je parle à cœur ouvert et je reste authentique et je veux pas non plus me bloquer et jouer un rôle qui ne me correspond pas, de peur de heurter la sensibilité des gens. Je veux que les gens, ouais, je veux être moi-même en toutes circonstances et rester authentique le plus longtemps possible, en fait. Merci. Et on en a parlé en off, en amont de cet entretien. Ton orientation est homosexuelle, toi. C'est ça. Comment tu es arrivé dans les cercles avec cette part de toi, on va dire? Est-ce que s'il y a eu une appréhension? Est-ce que une curiosité? Comment tu l'as vécu? Appréhension,
pas forcément, parce que en étant homosexuel, je m'assume totalement. J'arrive à en parler ouvertement, sans aucun. Si on me pose la question, le fait pour moi assumer n'est pas forcément le crier sur tous les toits, mais assumer qui on est. Si on me pose la question, dans les personnes qui sont autour de moi, j'ai envie d'être authentique avec elles. Donc, toutes les personnes que je côtoie connaissent mon orientation sexuelle. D'autres non, parce qu'elles me l'ont pas forcément demandé. Et je me vois pas arriver en rencontrant des gens, bonjour, je suis Pierre, je suis homosexuel. Enfin, pour moi, voilà, être authentique, c'est être une personne comme tout le monde. Et peu importe l'orientation sexuelle, on lui demande pas dès la première rencontre. Donc non, de ce point de vue-là, je m'assumais. C'est vrai que quand j'en parlais autour de moi, peut-être un peu avec les clichés, mais quand j'en parlais autour de moi, ça n'a pas forcément étonné les gens de dire que j'allais à un cercle d'hommes, parce que forcément, si je reprends un peu, on a un peu ce cliché, quand t'es homosexuel, t'es forcément sensible, et le côté sensible est quelque chose qui ressort en cercle. Et de ce point de vue-là, comme je suis quelqu'un de sensible, voire hypersensible, quand j'ai annoncé que j'allais assister à des cercles d'hommes, ça n'a pas étonné les gens. Donc voilà. Moi, quand je suis arrivé en cercle, je recherchais ce côté aussi masculin. Je recherchais le côté, on va dire, le côté yang, côtoyer des hommes, pouvoir discuter avec des hommes, et aussi accueillir ce côté yang qui était en moi. Et donc c'était peut-être plus cette appréhension-là que j'avais, même si je me disais que de toute façon, arrivant dans un cercle d'hommes, on a forcément une certaine ouverture d'esprit, on est forcément ouvert à certains sujets, dont l'orientation sexuelle. Mmh. Donc je me suis dit, bon, je tente. Mais je ne pense pas que les gens qui arrivent dans ce cercle-là soient des gens qui sont étroits d'esprit, on va dire. Mmh. Oui, bien sûr. Je voulais surtout savoir toi comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti. Et moi, dans les cercles que j'anime, tu as pu voir que j'amène des liens à travers le corps, et ne serait-ce que les embrassades. Comment toi aussi tu as vécu cet aspect-là? C'était quoi d'être dans un rapport fraternel aux autres hommes? Alors c'était ce rapport fraternel, c'est au final quelque chose qui me manquait, parce que venant de l'extérieur, mais venant de moi aussi, toujours dans cette optique de peur de heurter, on va dire, la sensibilité des personnes en face de moi. Curieusement, je m'entends très très bien avec les femmes. Le dialogue, peut-être par ce manque ce côté non ambigu du dialogue, où je parle vraiment de façon authentique, il y a aucune attente, aucune ambiguïté. Il y a peut-être pas, je n'ai pas ce rapport de séduction homme-femme qui peut y avoir peut-être lors de certaines relations. Et c'est pour ça que le fait de parler à une femme, moi, j'arrive à être authentique et à être moi-même. Et de l'autre côté, comme il n'y a pas forcément d'attente, aucun rapport de séduction, la personne en face de moi est aussi très à l'aise. Et j'ai toujours eu des difficultés à avoir ce rapport-là avec des hommes, en fait. De peur que, ça vient de moi aussi, hein, de peur de mais peut-être qu'il se passe des films, qu'il y a un enjeu, qu'il y a une incompréhension, une ambiguïté au niveau peut-être au niveau de la séduction, au niveau des paroles, de certaines réactions. Je me bloquais. C'est vrai que je me bloquais aussi. Et les cercles, en fait, me permettent de me reconnecter aussi avec ce côté fraternel, justement, où on vient vraiment, mais sans ambigu. On a les embrassades. C'est depuis les cercles, en fait, que je fais des embrassades. Hein. J'en faisais pas avant. Si, après, vraiment avec des personnes très proches, avec mon frère, avec voilà, des personnes où vraiment il y avait aucune ambiguïté possible. Mais après, dans la vraie vie, c'est pas commun en plus en France de faire des embrassades non plus. C'est plus la bise, c'est plus serrer la main. Il y a quand même une certaine distance.
Et le fait de prendre un homme dans ses bras, de le serrer contre soi, vraiment de ce côté fraternel, ça c'est quelque chose, oui, que j'ai découvert pendant les cercles. Ouais. Et tu parlais, les cercles aussi t'ont amené beaucoup sur l'aspect familial. Euh, Comment tu as grandi toi dans une famille d'adoption du coup, et notamment le rapport que ce soit au père biologique ou au père adoptif, comment t'as vécu ces Alors relations? voilà, pour dans mon histoire, alors moi je suis né aux Philippines. J'ai été adopté par une famille française. Je suis arrivé en France, j'avais plus ou moins environ 1 an. Donc il y a eu, j'ai eu cette éducation française, tout en gardant, on va dire, ce côté physique philippin. Et j'ai grandi donc dans une famille aimante, hein, très très aimante, et j'ai eu cette éducation catholique et on va dire mais l'éducation religieuse et les mœurs françaises. Et c'est vrai qu'à bout d'un moment, euh, adolescent, quand on est un peu en recherche de, quand j'étais en recherche de moi-même, j'avais ce côté où je pouvais pas me comparer par rapport à un de mes parents, même parce que c'est vrai que même si enfin, dans ma famille, j'ai ma sœur qui était la fille biologique de mes parents adoptifs. Donc elle avait ce lien par le sang avec eux. Donc c'est plus elle grandissait, elle, plus on pouvait trouver de la ressemblance physique, on va dire, avec mes parents adoptifs. Chose que moi je n'avais pas au final. Et adolescent, quand c'est vrai que quand on se recherche un peu, on a ce côté identité qui revient, de savoir d'où on vient. Comme on dit, pour savoir où on va, il faut d'abord savoir où on vient. Je savais à peu près où j'allais, même si j'étais ado avec plein de questions, mais la question principale, c'était d'où je viens. Donc il y a eu ce besoin de retrouver un peu les origines à travers le dossier d'adoption que mes parents adoptifs avaient gardé, un grand dossier avec plein de pages très épais où je pouvais retrouver donc le nom de mes parents, leur empreinte digitale. Donc j'avais quand même quelque chose qui me permettait de me relier à eux et me renseigner aussi sur mon pays d'origine, sur les Philippines, sur l'origine des Philippines, l'histoire, les mœurs. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à entreprendre cette démarche. C'était aux alentours de la vingtaine. J'ai commencé à entreprendre les démarches mais on commence, mais on sait pas en fait par où commencer au final. On se dit bon, je démarre, mais je commence par quoi? À qui je dois m'adresser? À qui peut m'aider? Donc j'ai commencé d'abord par l'ambassade des Philippines en France. C'était un peu pour moi et l'association par laquelle j'ai été adopté. Et la vie a fait que des personnes autour de moi d'origine philippine se sont présentées via des relations amicales de mes parents, via des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, ça a permis aussi de créer des petites pièces indépendantes au départ, mais que j'ai pu rassembler au fur et à mesure de mes recherches et au fur et à mesure du temps. Donc j'ai pu retrouver la trace de ma famille biologique, prendre contact avec un travailleur social là-bas aux Philippines qui est allé sur place à l'ancienne adresse de mes parents, qui remontait à plus de 20 ans, voir s'ils étaient toujours en vie, s'il y avait toujours quelque chose. Et j'ai appris donc qu'ils avaient déménagé, que l'eau avait coulé quand même pendant toutes ces années et que mais même là-bas, que les histoires familiales philippines existent aussi, hein, il n'y a pas qu'en France. Et que donc ma mère est biologique est décédée peu de temps après ma naissance. Donc ça déjà, ça a été un coup aussi émotionnel et savoir Ouais, aussi j'imagine que que c'était comment de traverser un peu tout ce voyage vers toi, presque, ou en tout cas vers tes origines. mais psychologiquement déjà, je me suis préparé. Je savais que forcément en creusant, j'allais trouver quelque chose, hein. Que ce soit positif ou négatif, j'allais forcément trouver quelque chose. Donc je m'étais préparé justement à accueillir tout ça. Je veux dire, forcément si j'étais adopté, c'est pas anodin. C'est que soit
Donc, dans mon dossier d'adoption, c'était stipulé que j'étais malade, mais aussi que mes parents avaient peu de moyens. Donc, je m'attendais aussi à retrouver une famille peut-être, mais dans le besoin, vraiment à la rue peut-être, dans des bidonvilles. Voilà, je m'étais préparé à ce choc culturel, on va dire. Et j'ai commencé des recherches aussi via les réseaux sociaux, et c'est grâce aux réseaux sociaux, je pensais pas, que j'ai pu retrouver un membre de ma famille, et j'ai commencé à lui écrire. Et on va dire, oui, c'est 3 ans après quand même, hein, 3 ans après, qui est revenu vers moi. Parce que dans ce laps de 3 ans, j'ai dépassé la trentaine, et dans ma tête, je voulais retourner aux Philippines, retrouver mes racines, mais je voulais avoir 30 ans. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être pour le côté mature, le côté, je me sentais peut-être plus prêt à 30 ans, à accueillir tout ça. Donc j'ai fait ce retour aux sources avec mes parents adoptifs aux Philippines, où j'ai pu, voilà, ça a été une découverte assez incroyable pour moi, parce que mine de rien, il y avait, comme je disais tout à l'heure, ce côté identitaire où en France, j'avais beau avoir la culture française, l'éducation, la langue, physiquement je ressemblais pas à un Français. Et en fait, arrivé là-bas, ça a été l'inverse. À l'aéroport, on a commencé à me parler en dialecte, le dialecte là-bas, le tagalog. Le tagalog. Et moi, j'ai répondu, mais je savais pas, donc j'ai répondu en anglais. Et c'était assez surprenant, où un homme à l'aéroport, on attendait le taxi avec mes parents, et un homme est venu me voir en me disant, mais où est-ce que j'allais emmener les touristes? Il m'a pris pour un guide, en fait. Pour Il un dit, les guide. touristes, où est-ce que tu les emmènes? J'ai dit, non, je suis pas guide, je suis français et c'est mes parents. Et il est resté bloqué sur. Et là, je me suis dit, ouais, non, mais voilà, je suis chez moi, hein. Les gens me parlent comme si j'étais, mais comme si j'étais vraiment natif de là-bas. Et c'est ce sentiment de se sentir chez soi. Les odeurs, la chaleur aussi, hein, parce que le choc thermique entre la France et les Philippines, entre Paris et Manille, il y a une différence. Ce choc thermique, après, d'un point de vue, les Philippins, c'est une ancienne colonie espagnole, et je retrouve beaucoup ce côté espagnol chez les Philippins. En fait, ils parlent avec les mains, ils sont très expressifs. Et comme c'est catholique aussi, donc on a l'impression d'être en Amérique du Sud là-bas, hein, dans les villages, même dans les villes. Hein, c'est très. Pour avoir vécu en Amérique du Sud et pour être allé après aussi aux Philippines, c'est un aspect qui m'a énormément surpris, effectivement. C'est un peu l'Amérique latine en Asie, les Philippines. C'est un peu ça. C'est un joyeux mix. Ouais. Et le fait du coup de retrouver tes racines, tu t'as senti intérieurement quelque chose qui a changé en toi? Le fait de toucher le sol, toucher le sol, avoir un contact avec les pieds sur le sol philippin. Il y a eu ce côté ancrage, ce côté, cette sensation comme si la terre me reconnaissait. C'est comme si la terre me souhaitait un peu, mais bon retour chez toi. Ça a été bizarre comme sensation. Et après, donc c'était Manille, hein, Manille, ça reste quand même une très très grande ville. Mais pendant ce voyage, j'ai eu l'occasion de sillonner un peu l'île principale, Luzon, qui est l'île la plus au nord de l'archipel, à travers les rizières, les montagnes, la cordillère, et rencontrer aussi des peuples, on va dire, qui vivent dans leur coin, et vraiment avec un physique vraiment propre à eux, avec une culture propre, particulière pour un occidental. Enfin, oui, le cannibalisme reste quand même une culture assez particulière pour un occidental. Rencontre avec des guérisseurs, des sorciers, ça a été une immersion assez forte. Et je me sentais bien. Les paysages, je me sentais très très bien. C'était émotionnellement, c'était vraiment très très un plaisir, un épanouissement, ouais, là-bas. Et comment du coup le retour en France il s'est fait? Comment
T'as eu l'impression de remporter cette partie avec toi ou comment tu l'as Oui. vécu? Alors j'ai remporté une partie dans le sens où j'ai ramené des coquillages et un peu de sable, ce qui n'est pas forcément autorisé. Et du coup, mon père à l'époque avait quelqu'un de sa famille qui faisait une collection de sable, donc il avait ramené dans une petite bouteille du sable c'était du Pinatubo, le volcan du Pinatubo, et le sable est protégé aux Philippines, en particulier le sable de Boracay, et ils sont très vigilants à l'aéroport. Et une personne à l'aéroport a voulu justement était prête à emmener mon père en cabine pour lui poser des questions parce que pour eux c'était une faute grave de ramener du sable. Et le fait que j'intervienne et que je leur explique que c'était pas du sable de Boracay, que c'était du sable vraiment de Luçon et que il y avait aucun risque, que c'était pas forcément mal intentionné, je pense que ça y a joué aussi. Ouais. Si j'avais été blanc, Mmh. européen, avec un look européen, je pense qu'on n'y loupait pas. Enfin, on n'y coupait pas. Et le fait que moi j'intervienne avec mon visage de Philippin, je pense que ça y a joué aussi, ouais. Donc ça a été le retour en France a été un peu pour moi ça m'a marqué aussi avant de partir ce côté-là. Me dire bon ok donc t'es Philippin, tu Mmh. vois ça passe. Et le retour en fait ça a été mais j'avais espoir aussi pendant ce voyage-là, de retrouver ma famille biologique. C'est pour ça que j'avais été voir aussi l'orphelinat dans lequel j'avais été, où j'avais rencontré la directrice. On a parlé, j'ai échangé avec elle. Préalablement, je l'avais déjà contactée pour savoir si elle avait des contacts justement avec des personnes qui m'ont hébergé là-bas aux Philippines. Malheureusement, il y en a pas eu. Donc c'est vrai que je suis quand même rentré en France avec ce regret un peu de pas avoir retrouvé mes racines familiales, pas mes racines culturelles, mais mes racines familiales. Et mine de rien, 15 jours après, c'est là où mon frère, avec qui j'avais pris contact 3 ans avant, m'a répondu sur les réseaux sociaux. Belle synchro. Mais au départ, je me suis dit, je sais quoi, je me dis à 15 jours près, j'aurais pu les rencontrer. Et en fait, les retrouvailles ont été émotionnellement assez fortes. Ça a été assez intensif. Et mais je me suis dit, peut-être que ça aurait été encore plus mouvementé si je les avais rencontrés là-bas. Le retour aurait peut-être été émotionnellement un peu trop fort pour moi. Donc si les choses ont été faites dans cet ordre-là, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Donc bon, j'ai accepté les choses, mais en y réfléchissant, oui, je me suis dit peut-être que ça aurait été un peu trop. Retour aux sources, reconnexion avec le pays et en plus de ça, reconnexion avec la famille, peut-être que ça aurait été un peu trop fort en émotion pour moi. Merci en tout cas pour nous partager une tranche de ton histoire. Ça fait voyager. et le fait d'avoir participé à des cercles, le fait tu vois, d'être allé voir ton pays, et le fait, j'imagine, de faire d'autres activités autour de cette connaissance de soi, est-ce que t'es tombé dans ce piège ou non? Ou comment tu le vois de ce côté, tiens, cette espèce de quête perpétuelle de spiritualité, de développement personnel, de connaissance de soi, comment tu le vis? La quête personnelle, le développement de moi, je suis en permanence en quête de développement personnel. Mais durant mon parcours, ça a permis de répondre à certaines questions, certaines interrogations et de me reconnecter à moi aussi. Parce j'avais ce problème de ça, j'en ai pris conscience grâce à une personne que j'ai rencontrée aussi qui m'a aidé. Donc c'était au niveau conscience cellulaire aussi, où j'avais vraiment en moi vraiment ce côté, cet ADN français et cet ADN philippin. Et durant mon vécu, j'ai toujours grandi avec comme un peu ce côté bipolaire. Un jour je suis philippin, un jour je suis français, et ça a permis de me reconnecter
et de faire qu'un, en fait. Rassembler ces 2 histoires, ces 2 personnalités, ces 2 ADN et n'en faire qu'un seul, mais moi. M'accepter tel que je suis, que, j'ai un parcours, atypique à mon sens, que, je vivrai forcément avec ce côté philippin et ce côté français, mais que ces 2 côtés se rejoignent en un seul point qui est moi et que, voilà, m'affirmer justement en ce sens. Dire voilà, je suis Pierre, je suis pas français, je suis pas philippin, je suis Pierre, franco-philippin. Voilà, avec les 2 cultures que j'entretiens, jour après jour et j'ai cette richesse en fait. Cette richesse de dire que, mais j'ai ces 2 cultures en moi, cet héritage, autant français que philippin et que justement il faut que je m'appuie sur ces forces-là justement pour, prendre confiance en moi et m'affirmer tel que je suis. Mmh. Et ouais, j'entends de rassembler les parts de soi. Et dans les cercles, t'as eu cette sensation aussi, peut-être d'une autre façon. Moi, je pense beaucoup au masculin, féminin, au yin et au yang, mais est-ce que ça a été aussi le cas? Oui, le yin et le yang aussi. Déjà le yin, j'avais déjà une part de yin assez forte en moi et durant les cercles, oui, grâce justement avec cette reconnexion avec le masculin, avec des personnes qui apportaient du yang, ça a permis aussi oui, de me reconnecter et de retrouver cette part qui me manquait, ouais. Merci. On arrive à la fin de cet échange. Et est-ce que tu as un mot, une pensée, une réflexion, quelque chose que tu aimerais partager pour terminer? Alors, durant tout mon parcours, en fait, ce que j'ai appris, c'est que j'étais au final toujours en quête de cette quête d'identité m'a toujours poussé aussi à me comparer par rapport à des personnes qui étaient autour de moi, que ce soit réussite professionnelle, personnelle ou spirituelle aussi. Et ça m'a permis aussi de prendre conscience qu'au final, on est s'accepter soi-même, c'est accepter nos défauts, nos qualités, nos origines, notre histoire, et que en fait, mais notre vie, c'est nous. Notre vie, on la gère, notre vie, on l'organise comme on veut, notre vie, on la vit et on en profite comme on peut aussi, et on est tous atypiques en fait. On a tous une histoire, on a tous des origines différentes, on a tous un parcours différent, et que ça sert à rien de se comparer aux autres, de vouloir avoir la même vie que les autres. C'est juste vivre sa propre vie. C'est surtout ça en fait que j'ai découvert et que aujourd'hui j'essaie de profiter au maximum. C'est ma vie qui n'est pas qui est unique et c'est moi qui décide. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, nous allons terminer. Merci Pierre pour tes mots, pour ton histoire, pour nous partager un bout de qui tu es. Mais merci à toi de m'avoir donné la parole. Oui, chouette, j'espère que tu as pris un plaisir à te dévoiler. Ouais, c'était tout nouveau pour moi aussi et c'est vrai que ouais, c'était agréable aussi. Chouette. Bon, bah écoute, tant mieux. Je te souhaite une belle journée, un beau début d'année et puis à bientôt Pierre. À bientôt, merci beaucoup. Salut.